À la une ce soir, 7e édition de la semaine de la sécurité des patients, usagers et soignants partenaires pour la sécurité est le thème de cette année. Le personnel de la clinique Saint-Paul a été sensibilisé aujourd'hui aux erreurs à éviter pour améliorer la qualité des séjours des malades dans leur service. Un village de laïcité installé au cœur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Objectif enseigner aux plus jeunes les valeurs de la République. 300 écoliers de Lille y ont participé ce matin. Ouverture du congrès des maires aujourd'hui à Paris. Nos élus ultramarins ont fait part de leur inquiétude quant à la situation financière de leur commune. Ils attendent des réponses concrètes du gouvernement pour les prochaines journées de discussion. Et puis, l'humoriste Bobby, très connu sur les réseaux sociaux, sera pour la première fois en one-man show au Tropicatrium ce jeudi 23 novembre. Un spectacle à guichet fermé, mais il nous parlera de ses projets puisque, vous le voyez, il est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Un patient bien traité est un patient à moitié guéri. C'est le message passé aujourd'hui au personnel médical de la clinique Saint-Paul. Une simulation de traitement non conforme des malades a été présentée devant les soignants pour les habituer à détecter les erreurs. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la 7e édition de la semaine sécurité patient et d'autres manifestations sont à venir. Reportage de Louis Sabas. Bonjour, comment vas-tu, papillon? Simulation de soins par des personnels quelque peu indélicats. Une scène jouée devant des infirmières. Elle relève les erreurs, du mauvais traitement aux soins insuffisants ou encore la mauvaise hygiène. Un jeu, mais surtout une piqûre de rappel sur les bons réflexes à garder malgré la fatigue ou le stress, afin de bien prendre en charge les patients. Ça commence par l'hygiène, j'ai envie de dire c'est le b.a.-ba de notre travail. Dans chaque chambre, dans chaque box, on a de quoi se laver les mains, éviter tout ce qui est port de bijoux, vernis, les ongles assez longs, il faut éviter tout ça pour éviter de transmettre le moins de germes aux patients. Ça passe de la prise en charge médicamenteuse, l'hygiène encore une fois parce que c'est très important, la gestion des déchets. Par exemple, dans la première chambre, il y avait un pot au PCT qui était complètement rempli. Ça, c'est pas bon. C'est un risque d'accident pour l'infirmière qui va vouloir déposer quelque chose et qui va se piquer. L'exercice de la chambre des erreurs est mis en place par l'équipe opérationnelle d'hygiène des cliniques Saint-Paul et Anscola. Plusieurs ateliers sont proposés aux professionnels, mais aussi aux visiteurs qui sont sensibilisés à la sécurité lors de leur passage dans les établissements de santé. Des gels hydroalcooliques leur sont distribués. C'est très important, surtout pour l'hygiène et pour la santé, lorsqu'on va rendre visite à quelqu'un de la famille. Et surtout de bien faire attention pour que la personne ne soit pas contaminée et nous aussi qu'on ne soit pas contaminés. Usagers soignants, partenaires pour la sécurité, car l'un des plus grands dangers sont les maladies nosocomiales, des affections transmises entre patients ou soignants à l'intérieur même des hôpitaux. Ça peut aller de la grippe à la tuberculose, les gastro, les infections urinaires, enfin un panel vraiment très élargi qu'on essaie justement de diminuer. Le danger, c'est de ramener des maladies à ses enfants, à ses proches, à son entourage et provoqué par une multitude de maladies sur une multitude de personnes. Difficile de dire combien de personnes ont développé des maladies nosocomiales en Martinique. Mais selon une enquête nationale, en 2012, sur 300 000 patients hospitalisés cette année-là, environ 5%, soit 15 000 d'entre eux, avaient une ou plusieurs infections nosocomiales. En bref, au chapitre social, une amorce de dialogue a été entamée aujourd'hui entre les grévistes du PNM et le président Louis Boutrin. Après 1 heure de discussion cet après-midi, ils ont convenu de se revoir demain. Le président devrait répondre ou non à leur demande de poursuivre les négociations avec l'aide d'un médiateur. Les grévistes en sont à leur 40e jour de mobilisation. La laïcité enseignée dès le plus jeune âge. Le projet académique pour mettre en lumière les valeurs de la République a été abordé aujourd'hui à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Une thématique importante mais difficile à expliquer aux jeunes enfants. C'est donc sous forme de village ludique qu'elle a été présentée à environ 300 écoliers de la Martinique. Reportage de Loïc Régis. Le principe de laïcité existe depuis les fondements du système scolaire en France. Basé sur la liberté d'opinion, de culte ou de croyance de chacun,
Ce principe est souvent méconnu des élèves. C'est en rapport avec les droits de l'enfant, ce que les enfants ont le droit d'avoir. C'est que j'ai une religion que mes parents ont aussi, mais je ne sais pas si on peut parler ça à l'école. Les droits des enfants, c'est quelque chose qui est très très important pour vivre ensemble, pour se respecter les uns les autres. Dans les écoles, une charte de 15 articles doit être affichée depuis septembre 2013. Affichée, oui, mais pas toujours expliquée. Même en étant adulte, on ne voit pas, on voit le sens de la laïcité, mais je pense que des fois c'est un petit peu déformé et on sort souvent du texte fondamental. Donc pour les enfants, c'est encore beaucoup plus difficile. On peut traiter de sujets tels que la laïcité et les droits de l'enfant. Après, il s'agit de notions, surtout pour la laïcité, qui peut être un petit peu abstrait pour les enfants. Donc c'est vrai qu'il est toujours intéressant de s'appuyer sur des exemples concrets qui vont toucher à leur quotidien. Pour l'éducation nationale, il s'agit de lutter contre toute forme de discrimination. L'école a la mission de partager et diffuser les valeurs de la République. La laïcité est bien souvent présentée comme une condition du savoir-vivre. Et ça, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui commence à la maternelle et qui va jusqu'au lycée. Est-ce qu'on leur présente ce principe à l'école ? Alors après, on leur présente le principe à l'école. Alors évidemment, quand vous avez en face de vous des élèves de maternelle, vous n'allez pas leur parler de laïcité telle qu'elle. Mais par contre, ça fait partie du programme des cycles 2 et du cycle 3 dans le cadre de l'EMC, l'enseignement moral et civique. Les enfants doivent devenir à terme les ambassadeurs de cette laïcité. Connaître et faire vivre son esprit citoyen demande forcément de respecter l'autre. Attention, la qualité de l'air s'est nettement dégradée aujourd'hui. En fin de journée, Madininer a enregistré un indice de 9 sur une échelle de 10. Une brume de sable est arrivée hier soir sur notre territoire, engendrant une hausse progressive des particules fines dans l'air. Le temps sec et le vent faible de la journée n'ont pas été favorables à la dissipation du phénomène. Vu que Météo France prévoit du beau temps pour demain, la brume de sable devrait rester présente. Madininer prévoit un indice atmosphérique de 8 sur 10 pour demain. Partons à Paris maintenant avec le 100e congrès des maires qui a commencé aujourd'hui en présence de nos élus ultramarins. Ils ont fait part de leurs préoccupations sur la dégradation significative des finances des mairies qui ne pourraient qu'empirer avec les restrictions annoncées de l'État. Les maires attendent donc beaucoup de ces 3 prochains jours de discussion avec le gouvernement. Voyez ce reportage de notre correspondante sur place. Ils sont près d'une centaine d'élus ultramarins à être venus sur Paris cette semaine. Tous ont des revendications différentes à porter et le premier à s'exprimer lors de cette journée consacrée aux Outre-mer, c'est l'édile de Cayenne qui tire la sonnette d'alarme sur l'accès des soins en Guyane. Je rappelais que si quelqu'un faisait un AVC en Guyane, il serait mal en point parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est pareil pour le don du sang, il n'y a pas le don du sang en Guyane. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais je crois qu'un jour, ça va vraiment éclater. Et je le dis souvent, vous savez, la mèche est allumée. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la longueur de la mèche. Autre revendication ultramarine, l'accès à l'emploi. Et c'est la Guadeloupe qui évoque le sujet alors que la polémique sur la fin des contrats aidés a rythmé la rentrée dernière. On ne doit pas baisser le nombre de contrats aidés. Au contraire, on doit trouver d'autres solutions pour rajouter à cette solution de contrats aidés qui peut-être n'est pas la bonne, mais qui est déjà en place. Et trouver une autre solution, le plan de formation que le président de la République a proposé. Rien de neuf pour des maires qui ont du mal à sortir d'une crise budgétaire profonde sans aide concrète, pécuniaire de l'État, et cela depuis de nombreuses années. Les répétitions, elles sont là, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière financière. Donc on est toujours coincé parce que le retard accumulé depuis de longues années, forcément, ça met du temps à revenir. L'Association des maires de France, présidée par l'ancien ministre de l'Outre-mer, membre de l'opposition, compte bien mettre l'exécutif face à ces revendications ultramarines. Ce 100e congrès est placé sous l'objectif de la clarification de la relation de la décentralisation. Est-ce que oui ou non on est une république décentralisée? Si la réponse est oui, ce que nous souhaitons, dans ce cas-là il faut donner les moyens, plus d'autonomie, plus de liberté, plus de garantie de continuité de l'État dans ses missions régaliennes. Deux temps forts sont attendus pour les Outre-mer lors de ce 100e congrès, une tribune sur les effets de l'évolution climatique devant l'ensemble des maires, puis le très attendu discours d'Emmanuel Macron, ce sera jeudi en clôture.
Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de cette marche pacifique organisée en soutien à Yohan Adimoulon. Le Guadeloupéen de 27 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré sur celui qu'il pensait être le cambrioleur de ses parents. Beaucoup de gaspillages alimentaires sont recensés par les cantines scolaires. Les restes des enfants de Cayenne ont été pesés dans le cadre de l'opération Zéro déchet organisée cette semaine en Guyane. Et puis, dans notre JT des communes, nous vous ferons découvrir la maison de Monsieur Sultan à Ducos qui attire tous les regards avec ses couleurs originales. Mais tout de suite, partons en Guadeloupe avec ce fait divers qui ne laisse personne indifférent. Yohan Adimoulon, 27 ans, a été condamné vendredi dernier à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré sur l'homme qu'il pensait être à l'origine d'un cambriolage de la ferme de ses parents. Pour soutenir celui qui a voulu faire justice lui-même, ses proches ont organisé une marche de la mairie de Petit-Bourg jusqu'au palais de justice de Pointe-à-Pitre. Reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Il doit assumer sa part. Par contre, on estime que sa place n'est pas en prison. Et c'est pour cela que la famille a organisé ce sitting devant le palais de justice ce matin, considérant l'incarcération du jeune homme comme étant une injustice. On demande juste un aménagement de peine parce que c'est injuste qu'une personne qui n'a ni profil de tueur, ni profil de délinquant, ni profil se retrouve en ferme directement. C'est pas possible. Il est passé en corporation immédiate comme si c'était quelqu'un qui avait tué quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Non, il a tiré au pied. Il n'avait pas intention de tuer. Il n'a pas tiré viser la tête de la personne. Ils ont pas, comme je l'ai dit aux gens, s'il voulait viser la tête, il aurait pu viser la tête. Il a visé les pieds. Depuis l'incarcération de Yohan mardi dernier, la famille, les amis, les voisins et même des inconnus crient leur colère sur les réseaux sociaux. Ils étaient là ce matin. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu porter uniquement un t-shirt ou ni transporter une banderole, mais je suis venu défendre quelqu'un. La maison de Yohan est dévalisée, il tire et il se retrouve en prison. Où sont les voleurs? Ils sont où, eux? On n'en parle pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut réagir. Il ne faut pas qu'on réagisse simplement quand il y a des soucis, on fait grève, on bloque. Il faut qu'on réagisse quand un compatriote à nous qui n'a pas de casier judiciaire, qui est quelqu'un de cohérent, qui vit dans la société, qui paye ses impôts, qui respecte, qui a une vie de famille, qui se retrouve aujourd'hui. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être chacun de nous. Quand on se défend aujourd'hui, eh bien, on est tout de suite emprisonné parce que nous, on ne fuit pas. C'est pas bourgeois qu'on veut libérer, c'est simplement quelqu'un, un enfant, d'accord? C'est mon fils qu'on veut libérer, il a rien à faire là. La détresse de la mère, du père a été entendue par le procureur qui les a reçus en compagnie de leurs conseils. Il y a eu appel du jugement puisque nous considérons que le mandat de dépôt n'était pas justifié, mais il y a quand même des règles de procédure à respecter et nous devons respecter les délais. Donc le procureur s'est engagé à transmettre le dossier au plus tôt à la Cour d'appel de Basse-Terre pour que la Cour puisse statuer au plus vite sur la demande de mise en liberté qui va être présentée dans les intérêts de Yohan. La Cour d'appel a jusqu'à 4 mois pour rejuger l'affaire. La demande de mise en liberté peut être statuée avant, mais il faudra tout de même attendre 2 à 3 semaines. Direction la Guyane avec l'opération Zéro déchet qui a commencé aujourd'hui. Ce midi, c'est le gaspillage alimentaire qui a été traité par les écoles de Cayenne. Les restes des écoliers mangeant à la cantine ont été pesés afin de mieux évaluer le gâchis réel pour la caisse des écoles. Reportage de Jonathan Lariot. À la cantine de l'école élémentaire Jacques Lony, le repas prend une autre tournure. Les restes sont récoltés avant d'être jetés. Après avoir rassemblé ce qu'il reste des assiettes des enfants, il est temps de le peser. 13 kilos au total, une somme assez impressionnante non consommée par les enfants. Un résultat sans appel pour Jean-Albert Villeroy, consultant en marketing alimentaire, qui estime que trop de nourriture est gaspillée. D'après les informations que m'a donné donc la caisse des écoles, la première tournée qu'on a pesée, il y avait à peu près pour 400 grammes de pain qui va aller à la poubelle, environ une douzaine de kilos de déchets dans lequel on va retrouver aussi bien l'entrée et les plats de résistance, et environ 600 grammes de déchets au niveau des desserts. Ce contrôle est la première phase du projet de territoire zéro déchet. Son objectif, réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. Pendant toute la semaine, ce sont les établissements scolaires qui seront concernés par ce type de surveillance. L'objectif est de déterminer l'origine du gaspillage. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que dans les écoles, il y a suffisamment à manger pour les élèves? Est-ce que la qualité de ce que nous leur proposons est bon? Et si ce que nous proposons n'est pas bon, ben, il y a gaspillage. Donc tout ça, ça nous demande de réorienter notre politique en matière
de qualité des cantines. Voilà. Et dès qu'il y a gaspillage, bien entendu, il y a aussi des budgets qui explosent. Le projet Zéro déchet ne se limite pas à ce genre de contrôle. D'autres opérations devraient avoir lieu. L'une d'entre elles, la distribution de poules pondeuses, commencera dès demain à Matoury, puis s'étendra dans toutes les communes de Guyane. Il est très connu sur les réseaux sociaux pour ses nombreuses parodies. La dernière en date est un clip de Kalash qui a été vu plus de 462 000 fois. Bobby sera au Tropicatrium le 23 novembre prochain et il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de commencer, on va regarder un extrait du spectacle que vous allez proposer le 23 novembre prochain, puisque vous étiez cet après-midi au CERMAC et Loïc Régis a assisté aux répétitions, justement. On regarde. Tu me dis action, mec. Et je m'actionne. Donc, vas-y. Action. Une question que j'aime bien, qu'on me dit souvent, mais Bobby, que penses-tu parlant de la comédie, l'humour? Il faut savoir que je suis issu de l'éducation traditionnelle classique antillaise, avec un patron comme Sangoku. Ce téléphone, il réapparaît et il s'occupe très rarement de Sangoku. Les gars ne savent pas où faire de l'argent sur nous encore. Au début de l'année, en 2017, tu avais l'impression que c'était plus grave en fait, de rouler vite tête que d'écraser un piéton. Alors, ce sera la première fois que vous serez en one-man show. Pourquoi? Et alors que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une petite nuance. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos, des parodies, que je suis à la télé ou à la radio. Mais en vrai, ça fait à peine 2-3 ans qu'on a lancé le mouvement stand-up. Et pourquoi attendre aussi longtemps? Peut-être le temps de bien se rôder, de bien sentir les choses. Après, c'est vrai que le spectacle en lui-même, ça fait un moment que j'essaie de le placer, depuis presque l'an dernier. Donc, il y a eu quelques périples et au final, ça arrive que maintenant. Donc, bon, vous avez été confronté à des difficultés, c'est ça un peu Ouais, voilà. Pour pouvoir mettre ça en place et tout, c'était un petit peu compliqué. Donc après, il est là. Donc, tant mieux. Et du coup, comment vous appréhendez ce grand rendez-vous avec votre public? Ce sera moi, donc ce sera eux, et ce sera du Bobby. Donc franchement, je n'ai pas vraiment de super crainte. Donc les gens sont venus pour rigoler. Moi, j'aime rigoler, j'aime faire rigoler. Donc on va passer un bon moment. Alors, on voit sur les réseaux sociaux que vous aimez beaucoup parodier les jeunes avec les chaînes en or, les telenovelas, oui, justement. Et dernièrement, Kalash. Alors, quel est le déclic qui vous permet de réaliser un sketch? Il y a plusieurs trucs. Il y a soit vraiment un fait d'actualité qui m'a vraiment marqué. Donc, je me dis, bon, les gens en parlent, donc ce serait bien que je fasse quelque chose là-dessus. Soit c'est vraiment un coup d'inspiration que j'ai, et là je me dis, j'y vais. Par exemple, la Kalash, c'était les deux. C'était l'inspi que j'avais déjà, plus le fait que ce soit l'actu, le buzz du moment. Donc là, je me suis dit, allez, j'y vais à 100% là-dessus, et on y va. Alors, comment se crée un sketch? Comment ça se passe? Est-ce qu'on écrit la nuit? Un sketch on a du pour le stand-up et tout, one-man show? Non, déjà pour les réseaux sociaux, comment vous créez ça? Quels sont vos outils de travail? Comment ça se passe? J'aime dire en fait que je suis un petit peu con de naissance, ça veut dire que l'humour est en moi-même. Donc souvent, quand j'ai la base d'un scénario, je rajoute mes petits dialogues, mes petits trucs, ça se fait hyper rapidement en vrai. Donc, vous avez de plus en plus de moyens puisque vous réalisez même des clips. Alors, voilà, il y a une petite équipe qui se rajoute, l'abri production fait son petit nid, etc. Donc voilà, il y a aussi le côté comique Bobby, mais il y a aussi justement le côté boîte de prod Bobby Production avec des pubs, des flyers, communication pour les soirées, les événements, ceci, cela. Donc, bon, et voilà. On a envie de l'humour aujourd'hui en Martinique? Alors je ne sais pas pour tout le monde, moi. Mais vous? Moi ça va un petit peu. Ça va bien? Tranquille? Ça va, tranquille, ouais. Et quand disent ce que vous parodiez? Parce que par exemple, quand vous faites Tibonjo, le jeune avec la chaîne en or, je suppose que vous en croisez après des Tibonjo à Fort-de-France. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais les Bonjo rigolent mais les Bonjo rigolent eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils réalisent en fait qu'en vrai, c'est eux que je mets un petit peu à la fête, mais... Maintenant, ils sauront quand ils vous auront vu et ils vont vous casser la figure. Voilà.
c'est pas grave, ça me fait un autre sketch à raconter pour mon prochain spectacle. Donc voilà quoi. Et qu'en a dit Kalash par exemple du clip? Lui, il a bien apprécié le clip, donc il a même repartagé, il a même donné la force, il a mis des petits commentaires pour dire qu'il a trouvé le clip encore plus pro que les vrais chanteurs, les vrais trucs. Donc bon, ça fait vraiment plaisir parce que ce clip-là, j'ai vraiment pris mon temps vu que j'ai fait le montage, les trucs et tout. Il y a vraiment eu beaucoup de préparation par contre pour cette vidéo-là et de voir que ça a vraiment bien buzzé, où les gens il y a eu beaucoup de bons retours en fait. Mais comme c'est le fait d'avoir monté une boîte de production qui vous aide à créer, à réaliser des clips comme ça? Oui et non. Après, ça fait déjà quand même un bon bout de temps que j'ai déjà ma petite mini-équipe et on a l'habitude de fonctionner ensemble. Donc, c'est clair que maintenant, on a des partenaires qui nous aident pour qu'on puisse aller un petit peu plus haut dans le délire et dans la connerie, entre guillemets. Et le One Man Show, est-ce que c'était un rêve ou c'est arrivé un peu comme ça parce que vous avez commencé via les réseaux sociaux? Alors, le One Man Show est arrivé parce que c'était une suite logique du stand-up, en fait. Du mouvement stand-up. On était là au départ du mouvement stand-up qu'on a mis en Martinique. Donc, tôt ou tard, c'était comme une suite logique. Après, le vrai rêve de reproduction risque d'arriver en 2018. C'est quoi? Faites-nous rêver. Non, je garde encore le petit bébé. C'est un petit truc que je garde. Mais il est en préparation, le bébé. Il est en préparation. Le petit bébé est en préparation. Là, il fait ces petits mois-là. En 2018, les gens vont vraiment voir. Là, je pourrais vraiment dire, voilà. Alors, une date unique à guichet fermé, il y a déjà plus de place. Voilà, alors, est-ce que vous prévoyez déjà de nouveaux rendez-vous? C'est en train de se faire là, justement. Frédéric, qui mon petit chinois est en train de regarder. Et il prépare déjà des prochaines dates. Voilà, on est obligé parce qu'en fait, c'est qu'on a mis le truc complet, que tout le monde s'est dit, mais ah bon, c'est déjà complet. Donc du coup, là on et les salles, enfin comme Tropicatrium, ils répondent facilement, favorablement à vos demandes de pouvoir avoir des disponibilités? C'est compliqué. Parce qu'on nous dit souvent à la vie artiste raid, surtout au pays. Donc oui, je pose la question. Voilà, c'est compliqué, mais bon, on va essayer de gérer comme d'hab, on va s'en sortir. Et il y aura d'autres dates pour ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas la chance de voir le spectacle le 23. Donc tout est déjà en train de se mettre en place pour qu'on puisse proposer de nouvelles dates. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous parlons d'un autre rendez-vous au Tropicatrium. Le plasticien Abdafaï présente son exposition Live en vie. Des photographies, des compositions de sculptures qui rendent hommage à la maison du Bagnard et à Médard Haribo. Des œuvres à découvrir jusqu'au 16 décembre prochain. Ambiance sur place avec Louis Sabas. La problématique, pour moi, c'était vraiment de délirer autour de cette maison qui est la maison d'Haribo, parce que c'est une maison de résistance. Bon, il a été condamné injustement, il a été refusé après, et puis il s'est créé un espace de résistance, de rêve. Il a peint, il a vécu. Et après, on voit bien que l'histoire filme bien les choses. Cette maison est devenue un monument historique. En travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que toute la précarité architecturale de Trinel. Au niveau de la migration, il y a eu des immigrants du local, comme on dit. C'est des gens qui sortaient de Sainte-Marie, du Lamentin, de Foncé-Denis, tout ça, qui venaient travailler à la carrière à Citron, et puis ils ont créé les quartiers qu'on voit, qui s'appellent Citron, Gossos, Trinel. L'exposition s'est ouverte à tout le monde. Il y aura des ateliers pour les enfants tous les mercredis jusqu'au 16 décembre à Tropicatrium sur le parvis. Et puis cette exposition s'est ouverte à tous, c'est gratuit. Il faut venir
parce que nous travaillons beaucoup, c'est pour éduquer et porter la connaissance à la population martiniquaise. Place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les événements qui ont marqué le week-end. La victoire des sapeuses au 3e raid des Alizés, le début des compétitions Gommiers et Bébéyol ou encore la défaite de nos représentants hommes et femmes de la Supercoupe de handball. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol et José Le Cherti. Direction la mer et le plan d'eau de Sainte-Luce, il a servi hier de cadre en Bébéyol à la pagaie des Mapipi. À l'issue des 3 manches, elle revient à Zapeti-La-Palouza qui remporte la première course et termine 2e des 2 autres. Les Gommiers effectuaient également leur rentrée hier, mais aux Anses d'Arlay. Une première journée du championnat qui est revenue à l'issue des 2 courses à Chabéan devant Welcome et Mili. La 3e édition du raid des Alizés s'est terminée samedi à la Pointe-Marin. Les sapeuses s'imposent devant Ready to Go et les Valentines. Sport collectif, handball, doublé guadeloupéen en Supercoupe. Si, sans surprise, chez les hommes, la jeunesse de Trois-Rivières, vainqueur à la Ligue de 19 buts, a disposé au retour de Sainte-Anne-Cap 110, 47-24. Au féminin, l'espoir était permis. L'Arsenal, vainqueur à la Ligue 18-16, n'a pas su faire fructifier cet avantage. Les Robertines s'inclinent 18-20 face à l'Étoile de Mornalo. En basket féminin, la 5e journée du championnat de National 3 a vu les victoires du SC Lamantinois, du Golden Star et de la Gauloise dans le choc face à l'Éclair. Au classement, les Trinitéennes sont leaders devant Joséphine, Saléenne et Spiritaine. Chez les hommes, victoire de Lussac, du Golden Lion et du Golden Star. Au classement, le Golden Lion a 3 points d'avance sur le Wax, Lussac et le SC Lamantinois. En volleyball féminin, l'Espoir, l'Éveil et le Rayon se sont imposés lors de la 6e journée du championnat d'excellence. Le classement est dominé par les Iléennes devant Lucéennes et Ansoises. Chez les hommes, victoire du RCA et de l'Espoir. Au classement, les Lucéens devancent Arlésiens et Foyalais. En football, la 8e journée du championnat de Régional 1 a vu le club franciscain reprendre seul la tête. Vainqueur du Classico 1-0, les franciscains profitent des faux pas du club colonial et du New Star. Les 2 équipes de Saint-Joseph se sont imposées, tout comme l'Essor et la Samaritaine. Au classement, le club colonial est à 1 point du club franciscain qui l'affronte samedi prochain. Le New Star est à 3 longueurs et le Racing à 4. En bas de tableau, on retrouve le CS Casse-Pilote, l'Émulation et la JS Eucalyptus. Chez les femmes, victoire du Racing, du club franciscain, de l'US Lorinoise et du RC Saint-Joseph. Au classement, les franciscaines sont leaders devant Joséphine, Pilotine et Lorinoise. Et c'est le moment de mettre vos quartiers en lumière. Place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Ducos, au quartier du Rivage. Une maison attire particulièrement les regards. Il s'agit de la demeure très originale d'Herman Sultan, à dominance bleu, blanc, rouge, avec en plus un jardin très fleuri. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Alors, lorsqu'on pénètre dans la maison de M. Sultan, on l'appelle Herman Sultan, il y a quelque chose comme une sorte de joie qui vous envahit, toutes ces couleurs vives, ces plantes, ça respire la vie. Et M. Sultan, c'est vraiment un homme de passion. Le bus 39 de Du Rivage passe tous les jours devant la maison des Sultans. C'est le nom de la famille qui y réside depuis une 40aine d'années. Plutôt original le style, en tout cas c'est l'œuvre d'un passionné, qui plus est un grand amoureux de la vie. Je vous présente Herman Sultan. Après avoir été artiste boulanger, maintenant il est artiste pète jardinier. Tout ça qui passe, je vais dire, moi, M. Sultan, continue. Et il n'y a pas jamais odeur. Il n'y a pas jamais odeur. Et bientôt, là, ma fait bâchant les deux monants là pour moi. Les camarades qui viennent pour nous montrer là, si je veux belle, tout ça. Monsieur Sultan est fier de sa réalisation. Tout ici est de son inspiration. Ça sent vieux poubelle. Ouais.
Mon point, il m'a dit à la voirie, il m'a dit non, mon penny, et puis m'a penny comme ça. Et si vous lui demandez pourquoi les couleurs de la République, alors la réponse est sans embâche. Moi, je bleu, blanc, oui. Moi, je la France. Nous, c'est français. Nous pas nés en France, mais nous, c'est français. Cet homme de 82 ans, fils d'un ancien maire de Saint-Pierre, frère du musicien pianiste Roland-Pierre Charles, a été le boulanger de référence de la ville de Ducos. C'est aussi un passionné de belote. J'adore ça. Quand tu n'importe quoi, je ne vais pas dire belote. Ah oui, j'adore ça. Ou pas même après dernier président de la République. La famille est très importante pour Herman Sultan. Ici, il nous montre les photos de sa petite fille, championne d'Europe d'athlétisme, aux côtés de François Hollande. Parler de l'avenir semble difficile pour celui qui aime intensément la vie. Herman Sultan se sent fatigué, mais il y croit encore. Ça t'a vécu encore des jours, des années. La vie, c'est une belle chose. Là, il a joué. Il faut qu'il a joué. Alors, après, on va venir. Mais tant que vous pouvez, on va faire là. Je comprends que je vais passer. Je suis content aussi. Eh bien, M. Herman Sultan, merci pour ce moment, tu visites là. Merci. Merci en pile. Hein? Voilà. En tout cas, Herman Sultan, il est dans sa petite maison, dans sa famille, avec ses enfants, accompagné de sa femme, son chat qui a 22 ans. Ouais. Alors, si jamais vous passez par Vaudrancourt, passez lui dire un petit bonjour. À plus tard. Ouais, ouais. Et bonsoir à Monsieur Sultan qui nous regarde tous les soirs. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont à prévoir demain de 8h à 14h aux Trois-Îlets, au quartier Passe-Montant et à la rue des Balaou. Enfin, information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking du lycée de Bellevue à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.